On va commencer tout de suite par la table ronde. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Laurent Roquin pour la FIDI. Bonjour Laurent, il y a une petite marche de l'autre côté, hein, ne tombez pas. Rémi Raskopf pour Calibat et Guillaume Blanc, il y a marqué pour Valgo, mais vous intervenez au titre du CEDRE. Voilà, je vous laisse vous asseoir. Vous avez 3 chaises, 2 micros. Voilà, il y en a un qui se met au milieu. Je vous laisse vous asseoir. Vous avez un retour d'ailleurs vidéo. On nous voit, vous voyez. C'est ce que voit le public aussi. Alors peut-être ce qu'on avait dit pour cette table ronde, on pouvait, pour rester dans la thématique, on pouvait faire un premier tour de table de présentation pour vous présenter qui vous êtes, dans quel cadre vous travaillez. Vous avez un micro. Alors peut-être Laurent, tu veux commencer ? Bonjour à tous, je suis donc Laurent Roquin, je suis le vice-président de la FIDI et animateur du groupe de travail amiante, plomb et PEMD et également président du groupe Sodiatech. Guillaume Blanc, vice-président de Valgo en charge des amiantages. Je suis aussi adhérent au CEDRE et membre actif du CEDRE sur le comité amiante. Bonjour à tous, donc Rémi Raskopf, Calibat. Je suis directeur technique adjoint en charge du secteur amiante pour Calibat. Voilà, il y a un micro qui marche pas bien, Benjamin ? Juste. Bonjour. Voilà, non, c'est bon, alors on a un retour son. Excusez-nous. Alors, merci pour ce tour de table. Alors, peut-être on avait dit, Laurent, pour commencer, puisqu'on est dans les repérages avant travaux, notamment donc dans les repérages, on avait dit on pourrait commencer par un petit cadrage réglementaire et normatif, rappeler les domaines sur lesquels on intervient et puis où est-ce qu'on en est au niveau des normes et des arrêtés, peut-être pour refixer les choses au niveau de notre public. Très bien. Eh bien, rappelons peut-être que dans le Code du travail, en 2017, le décret RACO, repérage avant certaines opérations, a prévu l'extension des repérages amiantes à 6 domaines, s'appuyant du coup sur la norme 46020 qui existait dans le bâtiment, qui ont du coup produit des normes cousines dans les 6 domaines, donc bâtiment, génie civil et infrastructure de transport, aéronef, matériel roulant agricole, ferroviaire, installation qui concourt à une activité. Voilà, donc ces 6 domaines et les normes sont aujourd'hui rédigées. Nous sommes en attente de 2 arrêtés concernant le génie civil et l'amiante environnementale. Donc, ces 2 arrêtés ne sont pas encore parus. Il est prévu pour le 2e trimestre 2022, c'est-à-dire que ça ne devrait pas tarder normalement pour ce qui concerne les infrastructures de transport et le génie civil. Voilà, ça c'est cadré. S'il y en a un qui veut porter vous pouvez prendre le micro, hein, comme ça vous pouvez apporter des précisions directement. Tiens, je vous laisse garder le micro. Donc peut-être pour continuer, on avait dit qu'on parlerait aussi des règles techniques. Hein, comme ça, on fait un point sur les différents travaux qui sont en cours. Là, c'est plutôt pour la partie désamiantage, hein, puisque c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Oui. Alors, dans le cadre du PRDA, le CIRTA, c'est une cadre de… Mettez bien le micro devant la bouche. Dans le cadre du PRDA, le CEDRE et le CIRTA, les 2 syndicats représentatifs du métier des amiantages, ont été en charge de la rédaction de règles techniques sur les métiers des amiantages qui visent à aller plus en profondeur et en simplification sur une réglementation assez large et assez dense sur les amiantages. Et notamment une règle technique dont Souya reviendra un peu plus tard sur son exposé, sur la partie évaluation des risques, puisque le rapport de repérage avant travaux est un document de base qui nous sert à nous, entreprises, faire l'analyse des risques, tant en termes de dépose, mais aussi en termes de préparation de chantier, que ce soit en termes de SS3 que de SS4. Puisque aussi les entreprises qui font de SS4 doivent faire un mode opératoire. Ce mode opératoire, il est soit annuel pour les petits travaux, soit affecté à chaque opération pour les grands travaux. Et donc, ce rapport de repérage permet de mieux cadrer leur opération et de mieux valider leur processus. Voilà, donc ça c'est sur ce deuxième sujet. Puis Rémi, pour continuer aussi sur ce point, c'est vous travaillez sur les audits, faites des audits de certification et dans le cadre de la norme 46010, peut-être que vous allez pouvoir le développer mieux que moi, mais on demande d'évaluer le risque de l'entreprise.
Oui, tout à fait, effectivement. Donc, nous, on est un acteur majeur de certification donc, pour les activités de traitement de l'amiante dites de section 3. Et notre angle de vue aujourd'hui, c'est plutôt comment l'entreprise s'approprie ce document essentiel, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, dans le cadre de l'évaluation des risques, et également comment elle mène une analyse critique de ce rapport de repérage derrière pour mener à bien ses travaux et notamment mettre en application donc, ces processus. Au niveau, Laurent, donc on en parlait, là on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut un bon rapport de repérage avec de qualité pour que derrière il y ait une bonne évaluation des risques et qu'il y ait un bon programme de travaux qui soit réalisé. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que aussi l'opérateur de repérage, il doit avoir aussi des informations sur les travaux. Et puis des fois, il doit aller aussi de manière un peu plus large par rapport à son repérage en fonction de la manière dont sera aménagé le chantier. Oui, bien sûr. Ce que l'on peut rappeler, c'est déjà le premier maillon de la chaîne en fait, qualitative et sur lequel s'appuie tout ce dispositif, c'est le repérage amiante avant travaux. Donc, évidemment, de la qualité de ce rapport découle eh bien, des éléments de prévention assurés. Ce qui est important à rappeler, c'est déjà notre métier est basé sur trois exigences fondamentales. Le premier, c'est la compétence. Les opérateurs, pour intervenir, doivent être certifiés et doivent suivre un cursus de formation, de suivi d'une certification et d'être dotés, et ça c'est un paramètre très important, d'une assurance. Et par ailleurs, le troisième critère, c'est l'indépendance. Au travers du coup de ces trois principes fondamentaux, eh bien, c'est la qualité derrière qui en découle, et l'indépendance et notre capacité à rapporter en fait de façon complètement indépendante le polluant qu'il y a dans le bâtiment. Ce qu'on peut du coup souligner, c'est l'importance en fait de décrypter ce rapport de repérage avant travaux, déjà d'avoir une bonne lecture et d'être complètement compréhensible. Est-ce un rapport? Est-ce un pré-rapport? Y a-t-il des réserves? Y a-t-il des investigations complémentaires à mener qui ont été stipulées par l'opérateur de repérage? Y a-t-il eu du coup une évolution du programme des travaux? Ça, c'est très important. On sait qu'un opérateur de repérage, il est missionné à l'instant T sur la base d'un programme des travaux qui peut évoluer. On sait que le maître d'ouvrage, au travers de ses contraintes financières, peut être amené à modifier son programme de travaux. Il est très important que du coup, cette modification soit communiquée à l'opérateur de repérage. Et par ailleurs, dans la restitution du rapport, que le programme des travaux sur lequel s'est appuyé les investigations soit annexé au rapport pour qu'on puisse le décrypter, pour que la maîtrise d'œuvre puisse le décrypter, que le maître d'ouvrage également puisse comprendre l'ensemble des restitutions. Oui, et ce qu'on disait en préparant aussi, Guillaume, c'est que la personne qui va prendre en main après ce rapport de repérage, alors il peut y avoir les entreprises sous section 3 qui sont habituées, rompues à cet exercice, mais aussi il y a des entreprises en sous-section 4 qui prennent en main des rapports de repérage et qui sont moins à même de les décrypter, d'où l'importance de la lisibilité de ce rapport. Alors, je ne précise pas, section 3, section 4, c'est clair pour tout le monde. Alors, on peut le repréciser rapidement, oui. Alors, la section 3 est l'activité de dépose ou d'encapsulage de matériaux amiantés. Je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. La section 4, ce sont des travaux à proximité de matériaux amiantés ou de dépose partielle. Ça veut dire que l'entreprise, par exemple, c'est beaucoup en ce moment à Paris, des travaux de rénovation d'appartements qui visent donc, par exemple, à reposer un sol souple sur un sol déjà amianté. C'est une opération de section 4, puisque c'est de l'encofrement et non pas l'accapsulage, puisqu'il n'y a pas de notion d'étanchéité, etc., etc. Même si des fois, la frontière, elle est mince. L'importance de ce rapport, notamment en section 4, permet d'éviter une exposition au risque d'un opérateur de pose de sol. Parce que s'il n'est pas informé que la dalle de sol dessous est amiantée ou que le crépi est amianté lors d'un doublage, il peut libérer des fibres lors des travaux d'installation et donc être exposé à l'amiante. Une exposition pour lui-même, mais aussi une exposition pour l'environnement du chantier. Puisque en amiante, une seule fibre suffit pour déclencher une maladie. Oui, donc aussi Rémi,
sur les entreprises, on voit ce qu'on disait, c'est qu'il y a des fois on considère qu'il y a de l'amiante, alors qu'il n'y a pas vraiment de repérage qui a été fait par défaut. Et donc, les entreprises ont du mal aussi à intervenir dans ces cadres-là. Oui, effectivement. Alors, juste pour revenir sur ce que disait Guillaume, hein, on rappelle juste que le classement de l'opération, donc en section 3 ou en section 4, incombe au donneur d'ordre. C'est un élément très important. Et donc, le donneur d'ordre doit être éclairé et averti sur le sujet pour éviter toute dérive. Sur la partie plutôt spécifique sous section 3, hein, donc aujourd'hui, il y a à peu près 1100 entreprises certifiées en France dans ce domaine d'activité. Chez Calibat, à peu près un peu moins de 700. On constate qu'il y a environ une quarantaine d'entreprises qui sont uniquement certifiées sur le domaine génie civil, terrain mortifère. Et ces entreprises, aujourd'hui, génèrent à peu près 400 chantiers sur des voiries, dans le cadre de travaux sur enrobés ou dans le cadre de travaux sur canalisation. Et manifestement, dans certains cas, l'approche, pour revenir à la question, l'approche donc de la maîtrise d'ouvrage consiste des fois à segmenter ou à tronçonner les activités de façon à reclasser, j'allais dire, l'appartenance SS3 et SS4. Est-ce que ça c'est réglementaire ou c'est un trou dans la raquette réglementaire? Alors, ça reste à l'appréciation du donneur d'ordre. Ensuite, sur l'élément évoqué tout à l'heure, donc en lien avec l'absence de repérage parfois, hein, par défaut, il est prévu qu'en l'absence de repérage, eh bien, le donneur d'ordre doit considérer les éléments comme amiantés. C'est un fait. Or, ce qu'on constate, nous… Dans quel cas il y a finalement absence de repérage? C'est parce que des travaux urgents? Alors, ça peut être des travaux liés à sinistres, par exemple, des travaux liés à des urgences, des cas particuliers, ou des travaux qui causeraient éventuellement des risques importants pour l'opérateur de repérage amiante. Voilà. Et dans ce contexte-là, l'entreprise intervient avec les processus section 3 qu'elle maîtrise. Cependant, dont on s'aperçoit, c'est que dans le cadre de ces processus, l'entreprise se doit de les maîtriser par le biais donc de chantiers de test et de chantiers de validation, ce qu'on appelle les cycles de caractérisation. Et à défaut d'analyse, donc des matériaux, il n'est pas rare que les entreprises réalisent des bilans d'empoussièrement pour caractériser ces processus et se trouvent avec des taux d'empoussièrement à zéro, qui ne sont pas représentatifs du matériau et qui vont derrière interférer sur le classement des processus et le niveau d'empoussièrement attendu par rapport à sa mise en œuvre. Oui. Laurent, est-ce que des fois sur les repérages, finalement, vous n'avez pas suffisamment d'informations sur les travaux pour pouvoir réaliser un repérage correct? Et donc, du coup, finalement, c'est comme tu précisais tout à l'heure, c'est toute la chaîne qui doit travailler ensemble. C'est-à-dire à la fois avoir un programme de travaux qui soit correct, et également pour voir aussi en périmètre ce qui va se passer, et de manière à pouvoir rendre quelque chose d'exploitable par les entreprises et par le maître d'ouvrage. Oui, la question que tu soulignes, Xavier, c'est celle de la temporalité finalement de l'élaboration du programme des travaux. On sait que le programme des travaux, en fait, il se construit dans le cadre d'un APS, un avant-projet sommaire. Et puis, cet avant-projet se transforme en avant-projet détaillé et puis, par la suite, en plan d'exécution et en programme de travaux effectif. Et dans toute cette temporalité, il peut se passer du temps et l'on peut être missionné finalement à différents moments. Quand on intervient en APS, évidemment, on est sur un focus, et c'est pertinent d'intervenir, de missionner un opérateur de repérage très en amont pour commencer à avoir des éléments d'information. Et c'est là où il faut finalement être pédagogique dans ce qui relève d'une opération de repérage. Une opération de repérage, elle se construit par étapes. Parce que si on intervient en avant-projet sommaire, eh bien, on va faire un focus sur des éléments qui se préciseront par la suite. Voilà. Et donc, il peut y avoir différentes étapes de l'intervention, de la même façon que entre une intervention avant curage vert et une intervention après le curage vert. Le curage vert, c'est quand on a enlevé du coup avant démolition des éléments qui ne contiennent pas d'amiante. Et bien du coup, on peut être amené à repérer des éléments qui n'étaient pas accessibles ou qui n'étaient pas portés, qui n'étaient pas accessibles au moment où on intervient. Guillaume, finalement, il peut y avoir un jeu de ping-pong entre l'opérateur de repérage et l'entreprise, c'est-à-dire j'ai un programme de travaux, je commence à avoir des premiers rapports de repérage, et puis je me dis, il me manque certains éléments, et donc je redemande à l'opérateur de repérage d'aller venir préciser certaines choses parce que j'ai commencé à faire des travaux, et ainsi de suite. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut opérer? Alors, de manière itérative, on peut dire. Il
faut bien se rendre compte que les bâtiments dans lesquels on intervient ont été remaniés à de très, très nombreuses reprises. Ça veut dire que certains matériaux amiantés ont été enfouis sous 3, 4, 5 couches d'enduit et qu'il est difficile de savoir notamment pour un enduit s'il est généralisé ou pas. On peut retrouver un enduit dans les queuillis, dans les bords, dans des points où il y a des vis, mais pas au milieu. Donc, un prélèvement d'enduit est extrêmement complexe. Vous pouvez tomber avec un mur oui, un mur non, un mur oui, un mur non. Tu fais des prélèvements ou des remaniements multiples de l'immeuble. Donc, c'est extrêmement complexe, mis à part de généraliser partout, se dire qu'est-ce qui est amené, qu'est-ce qui ne l'est pas. Notamment sur le cas d'enduit, c'est très avéré, et par exemple aussi sur le sol. Vous pouvez avoir du sol qui était recouvert 3, 4, 5 fois. Vous déposez la première couche, la deuxième couche, et vous retrouvez à l'intérieur une ancienne cuisine, une ancienne salle de bain, où il y avait une faïence, une colle, qui était impossible de connaître au préalable. Parce qu'on n'a pas conservé au fur et à mesure les rapports de fin de travaux, toute la consolidation des travaux faits dans cet immeuble. Ça s'est perdu au fil du temps. Et donc, l'opérateur de repérage fait ses prélèvements comme il peut, où il peut, mais sous une dalle, sous une cloison, pour trouver des éléments qui étaient perdus depuis longtemps. Oui, et donc, au niveau de Rémi, pour continuer ce tour, aussi, il y a les zones d'approche, ça on en parlait peut-être, sur lesquelles l'opérateur de repérage doit aussi intervenir. Est-ce que les entreprises qualifient correctement, vous voyez passer les dossiers, ces zones d'approche, de manière à ce que l'opérateur de repérage puisse travailler aussi correctement? Alors, sur les points qui ont été évoqués précédemment, l'élément majeur, il y en a deux. C'est d'abord, bien sûr, bien déterminer le périmètre de travaux. Ça, on en est tous convaincus. Le second point qui incombe à l'entreprise de travaux, c'est d'exploiter le document, ce qu'on appelle faire une analyse critique du repérage. Et cette analyse critique du repérage, elle doit être en cohérence, bien évidemment, avec le programme de travaux et avec ses évolutions, comme c'était dit précédemment. Mais il faut également tenir compte d'un certain nombre d'éléments périphériques, puisque l'entreprise, elle, va établir son cantonnement, sa base vie, sa zone d'approche, sa zone de stockage de déchets dans des lieux potentiellement pollués par l'amiante. Et il faut impérativement également qu'elle dispose de cette information de façon à ce que, typiquement, comme évoqué tout à l'heure, Xavier, la zone d'approche ne soit pas une zone déjà alimentée, puisque cette zone d'approche, les travailleurs sont censés être dispensés d'équipements de protection respiratoire. D'où l'intérêt d'avoir un repérage élargi et de bien en amont définir à la fois le périmètre de travaux et également même l'implantation d'entreprise. Oui. On parlait également de dossiers, on disait DTA, mais Laurent, tu disais dossier de traçabilité amiante, parce que finalement, quand j'ai ce repérage qui sont réalisés, je dois mettre à jour le DTA. Et aujourd'hui, est-ce que c'est fait correctement? Et puis, quelle est la difficulté aussi de mettre à jour ce dossier technique amiante? Oui, c'est une notion très importante. En fait, nous sommes dans une logique sociétale de remédiation à la problématique amiante. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est à un moment donné de concentrer toutes les informations qu'on peut avoir sur l'amiante. Aujourd'hui, on ne met plus d'amiante dans les bâtiments, on ne met plus d'amiante du coup dans les infrastructures diagnostiquées. Et donc, l'idée, c'est de concentrer cette information. Alors, comment on concentre l'information? Jusqu'à présent, c'était des rapports qui étaient stockés dans des cartons, puis après, des rapports numériques qui étaient stockés dans des dossiers Windows. Et puis, finalement, l'information, au fur et à mesure que les interlocuteurs changent de poste, du coup, elle se perd et on ne maîtrise plus tout ça. Donc, l'idée, en fait, c'est de concentrer. Alors là, on est dans l'enjeu numérique, c'est le dossier de traçabilité amiante concentré dans un dossier dématérialisé qui stockera et consignera tous les différents repérages avant travaux, les différents repérages qui ont prévalu à la constitution de ce dossier de traçabilité amiante. C'est mieux de l'appeler comme ça, puisque c'est un DTA dans le bâtiment, c'est dossier technique amiante, mais finalement, du coup, on parle pour les 6 domaines. Concentrons du coup cette information. Je pense qu'il y a différents acteurs qui vont intervenir dans cette conférence qui seront très sensibles du coup à cette concentration de l'information au fur et à mesure des repérages, que ce soit sur la voirie, que ce soit dans le bâtiment ou quel que soit le type du domaine. Et donc, juste un petit focus bâtiment, c'est que les arrêtés travaux ont bien prévu, au fur et à mesure que les repérages avant travaux s'opèrent, que ce soit dans le logement ou que ce soit du coup dans des parties autres que le logement, la mise à jour du DTA. La mise à jour du DTA, c'est quoi? C'est
transposer l'information du repérage avant travaux dans ce classeur qui vient stocker l'information et qui est accessible à toutes les personnes qui vont intervenir dans le bâtiment et qui doit être transmis à l'entreprise qui va intervenir pour faire ces travaux. Voilà l'enjeu, en fait, de retrouver également 2 ans, 5 ans, 10 ans après, des informations sur des analyses ou des prélèvements qui auront été réalisés dans telle ou telle partie du bâtiment. Et ce, afin du coup d'affiner et de réduire petit à petit les investigations pour arriver au final à une remédiation de la problématique amiante. Oui, Guillaume, au niveau, quand vous commencez un dossier, alors on voit la difficulté aussi de mise à jour de dossiers techniques amiantes, on parlait de multi-support. Vous commencez, là je parle de retour d'expérience, vous dites ok, je commence par le dossier technique amiante et puis je vois le programme des travaux et que je commence à travailler là-dessus, ou vous dites non, je pars directement avec des nouveaux repérages parce que ce dossier technique amiante, il y a tellement de sources d'informations disparates et différentes sur lesquelles c'est compliqué de m'appuyer dessus. Alors, on peut même tomber sur des rapports de repérage avant-vente, qui est encore différent du rapport de repérage avant travaux et c'est technique. C'est-à-dire qu'on peut retrouver sur des clients qui ont acheté le bâtiment sur un rapport de repérage avant-vente, qui est encore plus limité que le rapport de repérage avant travaux, qui se donne après de nombreuses surprises complémentaires avec un repérage avant travaux. Le rapport, s'il n'a pas été bien suivi, bien mis à jour, on peut trouver des éléments incohérents entre différents rapports, parce que les opérations d'amiantage ou d'encapsulage ont été faites entre deux, on a du mal à retrouver les éléments. Il devient complexe et difficilement lisible s'ils ne sont pas informatisés. Donc, dans la majeure partie des cas, le laboratoire s'appuie sur les prélèvements précédents pour établir un nouveau rapport de repérage avant travaux qui permet de faire une cartographie claire des différents matériaux amiantés. Plus le matériau sera clair, plus le rapport sera clair, plus les travaux seront sûrs pour tout le monde, pour les opérateurs, mais aussi pour le maître d'ouvrage qui n'aura pas de décalage de son opération avec des risques de travaux supplémentaires, de délais supplémentaires et de budget supplémentaires. Oui, parce que c'est ça dont on parle, c'est que aussi au-delà du risque, il y a le risque, bien entendu le risque santé qui est le premier, mais après il y a des risques de dérives de délai, des dérives de coûts, parce que finalement on avait mal maîtrisé ce qu'on devait faire. Si on parle de personnes de réhabilitation, si le but étant de déposer un linoléum pas amianté et qu'on retrouve en dessous une dalle de sol amiantée, l'opérateur de dépose est un poseur de sol, par exemple, n'est pas accrédité pour la dépose d'amiante. Ce qui veut dire que le maître d'ouvrage devra faire un appel d'offres pour trouver une entreprise d'amiantage qui elle-même devra déposer un plan de retrait. Le plan de retrait, c'est donc 1 mois. Donc, on est quasiment à 2 mois d'interruption de travaux pour démarrer les travaux et ensuite les rendre au poseur de sol. Donc, le délai va s'étendre de 2, 3 mois, 4 mois en fonction des travaux. Oui. Parce que le rapport de repérage n'a pas été bien fait au préalable et qu'il ne décerne pas la présence d'une dalle de sol en dessous. Oui. Vous, au niveau Calibat, qu'est-ce que vous donnez comme préconisation? Alors, vous dites aux entreprises, puisque vous leur dites il faut partir sur les dossiers techniques amiantes ou il faut faire fi de ce sujet parce qu'il y a tellement de sources d'informations différentes et puis de toute façon, vous n'arriverez pas à retrouver le bon livret. Donc, du coup, faites directement des nouveaux repérages. C'est quoi les préconisations? Puis j'avais envie de vous poser une deuxième question. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à demander la certification parce qu'il y a eu un accroissement important d'entreprises, d'activités, ouais. Alors, oui, effectivement, donc j'ai parlé du retour d'expérience. Par rapport donc, à la première question, on a la chance quand même aujourd'hui d'avoir des entreprises de travaux certifiées sous section 3, qui sont des entreprises qui sont déjà conscientes du risque et qui sont déjà fortement professionnalisées dans leur cœur de métier. Donc, elles connaissent les risques, elles connaissent les process et elles connaissent également les exigences pour pouvoir satisfaire aux référentiels de certification. Et à ce titre, lorsqu'on passe les rapports d'audit en commission, on se rend compte maintenant que, ce qu'évoquait tout à l'heure Guillaume, il y a de moins en moins de repérages avant-vente qui ne sont pas pertinents par rapport aux milieux de travaux, mais quasiment la plupart des rapports d'audit qui répondent à une exigence de la norme, démontrent que les entreprises maintenant font cette démarche et vont même se rapprocher des donneurs d'ordre
pour les solliciter, pour avoir le bon rapport, donc le rapport en travaux, par rapport au périmètre de travaux, hein, et notamment, on le voit beaucoup sur des processus de décroutage de rebais routiers, sur des processus de retrait mécanique ou manuel de canalisation ou de réseau enterré. Maintenant, systématiquement, je crois qu'il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place et les entreprises, en association avec les donneurs d'ordre, eh bien, sont pleinement conscients des documents à obtenir pour effectuer la bonne analyse de risque. Et la seconde question, du coup, on a un nombre toujours croissant d'entreprises qui demandent la certification, quel que soit l'organisme certificateur. Cette année, je crois que chez Calibat, on a rentré à peu près une vingtaine d'entreprises en étape de première demande. Une vingtaine d'entreprises. Une vingtaine de nouvelles entreprises, voilà, ouais, qui demandent la certification. Il y a une mutation néanmoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, auparavant, les entreprises qui donnent la certification, c'était vraiment leur cœur de métier. Aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui donnent la certification, les entreprises de TP, de VRD, qui vont avoir une activité complémentaire et qui vont avoir la maîtrise totale de leur activité sur les travaux. Oui, donc ça c'est la tendance, c'est-à-dire c'est une ajout de compétences sur un cœur de métier qui est un métier de travaux pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne. C'est tout à fait ça, un ajout de compétences pour ne plus être tributaire de sous-traitance et pour avoir également un interlocuteur unique auprès du donneur d'ordre. Oui. Alors, en termes de, finalement, donc ça veut dire des entreprises qui font aussi un peu moins de travaux de désamiantage, parce que finalement, ça interviennent que dans leur cadre de travaux. Est-ce qu'au niveau du CEDRE, vous sentez aussi cette dimension d'avoir des entreprises maintenant qui ajoutent une nouvelle compétence à leur cœur de métier, qui ne sont pas que des amianteurs? Il y a différents types d'entreprises de désamiantage, celles qui font démolition des amiantages, celles qui font génie civil, toiture, dépose, repose entre les deux. Et ensuite, on retrouve des opérateurs qui sont également du second œuvre, également, qui font dépose de fenêtres, repose de fenêtres. Les problématiques d'isolation des bâtiments, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps, avec de nombreuses demandes actuelles sur la dépose de fenêtres avec mastic amianté pour une repose, nouvelle fenêtre, double, triple vitrage qui vont mieux répondre aux objectifs de qualité d'isolation des bâtiments. Et donc, des entreprises qui étaient des menuisiers, par exemple, se mettent de plus en plus à de la dépose, repose de fenêtres, puisque c'est la section 3, cette opération-là. Et donc, des opérateurs qui sont de plus en plus peintres et des amianteurs, poseurs de sol et des amianteurs. Donc, le métier change également. Oui, mais ça pose des problèmes en termes de compétences et de suivi des compétences ou pas? Alors non, puisqu'on est tous surveillés par des organismes certificateurs très compétents qui nous auditent de manière inopinée sur nos travaux, des contrôles réguliers par son travail, par les maîtres d'œuvre. Donc, on est très contrôlé en tant qu'entreprise sous section 3. Par contre, section 4 n'est pas soumis à une certification. Il y a un petit peu moins de contrôle. Donc là, d'entreprises qui sont très sérieuses également. Sous section 4 ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire aussi avoir des processus, mettre en place des processus et des EPC comme confinement, SAS, extracteur. Et ce n'est pas forcément tout le temps compris. Parce que la section 4 peut être tout aussi dangereuse que section 3. Un percement de fibrociment, un percement dans un flocage est tout aussi émissible, voire plus émissible que de la dépose dalle de sol. Et ce n'est pas forcément compris. Oui, donc là, il peut y avoir un risque qui est moins maîtrisé. Laurent, peut-être une dernière question. La dématérialisation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est une obligation aujourd'hui? On voyait la difficulté qu'il y a effectivement d'avoir les rapports. Est-ce qu'il y a… Alors non, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, de dématérialisation du dossier de traçabilité amiante, mais on peut l'appeler peut-être de nos voeux dans le sens du coup de l'objectif fixé, hein, encore une fois, la remédiation amiante. On voit bien que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on dématérialise, j'ai cru comprendre qu'on dématérialisait les plans de retrait. Et on dématérialise les rapports d'activité annuels des opérateurs de repérage. Peut-être qu'un jour, on viendra sur une obligation, effectivement, que de recourir à la dématérialisation obligatoire au travers, du coup, soit d'un outil développé en interne au sein du gestionnaire de patrimoine, soit du coup en ayant recours à différents éditeurs de logiciels qui aujourd'hui proposent leurs services. Ils sont nombreux sur le marché et donc on peut inviter aujourd'hui peut-être
nos maîtres d'ouvrage à s'intéresser à ces solutions de dématérialisation, mais aussi inviter les opérateurs de repérage à comprendre les enjeux de la dématérialisation et être des acteurs du coup de la saisie peut-être des informations dans ces logiciels et voilà, être promoteur finalement d'une solution pertinente pour concentrer l'information. Oui, on va en reparler, ça va être l'objectif aussi ce matin. Au niveau de la dématérialisation, peut-être Guillaume, pour faire un tour de table, vous, c'est quelque chose que vous utilisez de plus en plus et sur lequel vous vous basez sur des informations je parle pour les repérages, hein, qui sont sur des logiciels qui vous concentrent toute l'information? Alors, non, pas encore pour l'instant. Pour l'instant, on nous transmet un document type PDF avec le rapport de repérage. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage peut avoir dans son logiciel la compilation de différentes informations techniques sur son bâtiment, l'amiante comme des réseaux, comme tout à l'intérieur, mais nous transmet systématiquement un document PDF. Ce document PDF, on l'exploite et on doit le transmettre à l'inspection du travail CARSAT quand on fait notre plan de retrait. Donc, on ne peut pas utiliser le document informatisé d'une plateforme directement. On doit forcément partir sur un PDF. Voilà, donc effectivement, on a la dématérialisation, c'est en cours, mais ce n'est pas complètement arrivé. Voilà, on arrive au bout de cette table ronde. Je vois le temps qui file, on aurait pu rester plus longtemps. On peut les applaudir, voilà, tous les trois. Merci à vous, Laurent Roquin, Guillaume Blanc et Rémi Raskop, pour cette table ronde.